Les recherches scientifiques constituent aussi un moteur essentiel pour le développement social et la croissance économique. Il importe aujourd'hui de leur accorder une place de choix dans les politiques de développement des pays africains. Les acteurs du monde des recherches scientifiques venus de divers pays ont planché sur le sujet à l'occasion de la 19e édition des Journées scientifiques internationales de Lomé. Nous avons pris conscience que nos résultats doivent être valorisés et capitalisés pour le bien-être donc de nos populations. La recherche ne doit plus être reléguée au dernier plan ou en marge, mais la recherche doit être plutôt au centre. Ça doit être le curseur qui doit plutôt nous booster vers la recherche des solutions à nos problèmes. Aujourd'hui, nous traversons pas mal de fléaux, donc le chercheur doit pouvoir contribuer, ne pas laisser la recherche de la solution au seul bon vouloir du gouvernement qui se bat, qui s'arrache les cheveux pour nous trouver des solutions. Alors que nous sommes là, nous devions aider, nous devions apporter notre contribution par le biais donc, des résultats de ces recherches. Les échanges ont tourné autour des sujets relatifs au numéro 9 des objectifs de développement durable ODD 9. Il s'intitule « Bâtir une infrastructure résiliente », promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation. Il faut décloisonner les murs de la recherche pour faire une recherche qui est transversale, parce que c'est ce type de recherche qui est porteur d'avenir pour que l'on puisse atteindre l'ODD 9. De deux, il faut axer les actions sur le partenariat. Et axer les actions sur le partenariat suppose que le monde de la recherche doit changer de paradigme, ouvrir ses frontières au monde socio-économique pour que nous puissions promouvoir l'industrialisation qui profite à tout le monde et que nous puissions construire des infrastructures résilientes. À la cérémonie de clôture des journées scientifiques, 3 lauréats du concours de posters ont été primés. Ce fut aussi l'occasion de valoriser les talents et les œuvres des étudiants plasticiens de l'Université de Lomé. La décentralisation, définie comme transfert des compétences aux collectivités locales, est effective en 2019 au Togo avec les élections communales. Le pays compte 117 communes qui fonctionnent chacune avec son budget. L'élaboration de ce budget communal passe par le débat d'orientation budgétaire DOB. Une étape importante qui rassemble en session les élus locaux et les leaders communautaires. D'abord, on va sur le terrain, on fait des focus dans les quartiers, ils expriment leurs besoins, on échange un peu. Nous revenons dans les commissions, nous travaillons, l'administration nous accompagne. Et on fait un débat d'orientation budgétaire et on s'entend et après le budget est voté. Habituellement, nos budgets, pour qu'ils soient votés, c'est pratiquement l'unanimité que nous votons nos budgets ici, dans le Golfe 2, parce qu'il y a au moins un travail de cohésion autour du conseil communal qui fait que nous savons que nous sommes au service de nos communautés, c'est pour le développement. La mission pour le conseil municipal est d'œuvrer pour le développement socio-économique. Et en votant le budget communal, il prend en compte les secteurs prioritaires. Comme tout budget, il y a des dépenses incompressibles. Par exemple, le fonctionnement, les salaires, c'est incompressible. La deuxième chose, les compétences propres, la salubrité. Balayer les rues, les feux tricolores et autres, c'est des compétences propres et ça aussi, on bouge. Maintenant, nous intervenons dans les écoles, nous assistons un peu les centres de santé, nous voyons un peu les démunis. Il y a l'assainissement, il y a eu des points critiques dans la commune qu'il faut essayer de régler. L'autorité suprême est intéressée par des résultats de notre part et nous nous battons pour avoir ces résultats. Le budget, c'est les recettes et les dépenses en équilibre. Il y a certaines dépenses qui sont des dépenses incompressibles. Il y a une obligation de 20% pour l'investissement. Et donc l'autorité a un droit de regard. On a une feuille de route et on s'oriente par rapport à cette feuille de route pour faire le budget. Et quand on finit le budget, il va au contrôle pour l'approbation. Nous avons cette chance depuis que nous sommes là, parce que dans les commissions spécialisées, notre administration, je peux dire qu'on est un peu à la hauteur. C'est pour ça que chaque fois quand notre budget passe au contrôle de l'égalité, il revient toujours avec le feu vert. 3 ans déjà que les élus locaux ont pris fonction.
Ils ont bénéficié du soutien financier du gouvernement à travers le fonds d'appui aux collectivités territoriales FACT créé en 2020. Les jeunes communes comptent toujours sur l'accompagnement du gouvernement. Nous sommes tous conscients que pour nous c'est le développement. Nous avons eu l'accompagnement de l'autorité, même si ce n'est pas suffisant. C'est comme l'amour. On veut encore davantage que l'autorité nous accompagne, nous transfère beaucoup plus de moyens pour accomplir la mission. Nous avons réussi à mettre en place, notre PDC sera adopté définitivement. C'est un grand pas. Le PDC, c'est la boussole. Et l'ambition, c'est de faire de notre commune une plateforme commerciale sous-régionale de qualité. Il y a le défi de la salubrité, de l'incivisme, de l'insécurité que nous essayons de relever. Nous commençons une grande campagne de sensibilisation sur le civisme fiscal, sur la salubrité, sur le désencombrement. L'autorité, en faisant la décentralisation, s'est fixé une obligation de résultat. Et donc, nous devons être dans cette logique, nous mobiliser, nous conseiller et les populations pour que la décentralisation, qui est une grande opportunité pour notre pays, réussisse. Les populations sont aussi invitées à apporter leur contribution en payant les taxes communales pour permettre aux communes d'avoir les moyens nécessaires pour leur fonctionnement. Une personne sur 8 dans le monde souffre de troubles mentaux selon une étude réalisée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Les troubles mentaux engendrent très souvent une altération majeure de la pensée, de la régulation, des émotions ou du comportement. Ils touchent toutes les tranches d'âge et catégories socio-professionnelles des populations. Les troubles mentaux peuvent cependant se manifester sous différentes formes avec des origines diverses. Les causes de la maladie mentale sont diverses. Il peut y avoir des causes biologiques que nous pouvons appeler comme hérédité, c'est-à-dire que si quelqu'un dans la famille avait fait ça, dans l'interrogatoire, on cherche pour et maintenant là, on sait que là, il y a cette probabilité que la personne fasse ça. Et ceci, c'est suite aux difficultés que la personne rencontre dans la vie. Il y a aussi les causes sociales. On peut mettre là aussi le chômage ou bien d'autres choses dans la société les problèmes de la société, les guerres, les catastrophes naturelles. On peut dire aussi consommation abusive des substances, les drogues, l'alcool, toutes ces substances psychoactives peuvent provoquer aussi une maladie mentale. Aussi, on peut ajouter aussi les maladies chroniques. Comment la personne vit avec sa maladie. Cela aussi provoque la maladie mentale. Ces manifestations, lorsqu'elles ne sont pas détectées à temps et prises en charge rapidement, peuvent avoir de lourdes conséquences tant sur le sujet malade que sur son entourage. Cependant, la prise en charge et le suivi du malade diagnostiqué peuvent jouer un rôle déterminant pour le rétablissement ou la stabilisation de l'état de ce dernier. Si la personne n'est pas suivie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que réellement, il peut y avoir beaucoup de choses en jeu, comme la déréalisation, il ne peut plus travailler, il va s'enfermer dans la chambre, et aussi, ça provoque aussi au niveau financièrement, ça baisse, puisqu'il ne peut pas supporter sa famille, il n'a pas les moyens à ce moment. Et il y a beaucoup de choses qui entrent maintenant dans la complication de la maladie. Nous pouvons parler, par exemple, voir ceux qui finalement se retrouvent dans la rue. Ça veut dire que là, le suivi n'est pas là. Maintenant, s'il s'agit d'une maladie mentale comme maladie d'humeur, comme la dépression, si la personne ne suit pas un traitement, ça y a un risque de suicide à ce moment. Mais en plus aussi d'autres maladies aussi qui peuvent provoquer le suicide, comme la schizophrénie, quand la personne en passe aussi à la personne qui se suicide. Durant mes consultations face au patient, l'approche, il faut dialoguer avec lui, ne pas essayer de le rejeter ou bien de le discriminer, mais accepter-le dans sa situation.
Bien que chaque individu, où qu'il soit dans le monde, soit exposé aux troubles mentaux, certaines aptitudes de vie peuvent nous en préserver. L'entourage proche, la famille, je leur demande beaucoup de courage et aussi de comprendre la personne, d'essayer de l'aider puisqu'il puisse s'insérer dans la famille d'abord. Parce qu'une fois qu'on est là, qu'on ne le considère pas en famille, il se sent rejeté et de temps en temps, la maladie survient. Que tout le monde essaie de comprendre ce que c'est que la maladie mentale. Ce n'est pas une maladie qui provient d'un sorcier ou bien quelque chose, mais c'est une maladie qui peut être guérie, traitée et aussi que chacun de nous peut l'avoir. Donc, à nous de faire effort pour les accepter et faire marche avec eux, les encourager dans leur situation. Aux gouvernants, je pense qu'il y a déjà des efforts qui sont en train de se faire. Il faut qu'ils continuent aussi, essayer de plus mettre l'accent aussi sur la consommation des substances pour essayer de ralentir ces choses-là, pour que les jeunes aussi, c'est un temps où les jeunes s'adonnent beaucoup à ces choses-là, qu'ils puissent aussi réduire la consommation. Et aussi au niveau des molécules que les malades mentaux consomment, qu'on puisse essayer de voir de quelle manière on peut les aider pour qu'ils puissent les avoir aisément. Dans les pays en voie de développement, en Afrique notamment, la majorité des personnes qui souffrent de troubles mentaux n'a pas accès à des soins de qualité. Une situation déplorable qui expose davantage les malades. La gingivite ou le saignement de la gencive touche plus de la moitié de la population française et est responsable en majeure partie de la perte des dents selon une étude de l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Cette maladie constitue une des principales causes de consultation chez les dentistes. Elle est causée par le manque d'hygiène bucco-dentaire qui engendre le dépôt de la plaque dentaire. C'est-à-dire quand nous mangeons, et même parfois nous nous brossons les dents le matin et le soir, mais peut-être le brossage n'est pas bien fait. Donc il y a un dépôt alimentaire qui reste en bas des dents. Et dans ce dépôt-là, il y a des bactéries qui s'infiltrent et qui restent là-bas. Ce sont des microbes et avec le temps, cette plaque dentaire se durcit, devient un peu plus dure et forme en bas des dents ce que nous appelons les dépôts de tartre. Et dans ces dépôts de tartre, les bactéries maintenant s'infiltrent dans la gencive. Et la gencive se décolle un peu de la dent. Et maintenant, il y a l'espace est laissé. Et donc, les microbes là s'infiltrent et continuent à pénétrer à l'intérieur de la gencive. Ce qui amène l'infection au niveau de la gencive, cela amène l'inflammation et le saignement. Par exemple, les changements hormonaux chez les femmes amènent aussi des problèmes de saignement de gencive. Chez la femme ménopausée, on peut observer ce phénomène. On peut observer ce phénomène de saignement de gencive chez quelqu'un qui a un appareil dentaire dans la bouche. L'appareil dentaire n'est pas très bien adapté. Et si rien n'est fait, les complications peuvent entraîner la destruction des tissus buccaux suivie de l'inflammation chronique. D'où la nécessité de suivre un traitement adéquat dès les premiers signes cliniques. Il faut que le détartrage soit fait, enlèvement de la plaque dentaire. S'il y a des caries dans la bouche qui ne sont pas traitées, c'est l'occasion de les traiter. S'il y a des appareils dentaires dans la bouche qui sont mal adaptés ou bien qui sont vieux, c'est l'opportunité, l'occasion de les changer. Et une fois qu'on a fait cela, souvent les soucis de saignement cessent. Quand la gingivite survient, nous assistons à ce qu'on appelle une parodontite qui va évoluer si toujours rien n'est fait jusqu'à arriver à une parodontose. Dans ces cas-là,
Ce sont des personnes qui ont beaucoup de problèmes d'haleine. Les dentistes, en fait, notre métier consiste à pouvoir soigner et traiter les dents. Prévenir la gingivite et les autres maladies bucco-dentaires et avoir des dents saines, c'est adopter une bonne hygiène dentaire. La base de notre profession, c'est l'hygiène bucco-dentaire, la propreté de la bouche, la propreté des dents. Le brossage, c'est 2 fois ou 3 fois par jour. Un bon brossage doit durer 3 minutes. Nous devons changer la brosse à dents tous les 3 mois. Les bâtonnets cure-dents, nous ne refusons pas cela. Ne pas utiliser les dents pour ouvrir les bouteilles, pour casser des choses très dures. Et même après le brossage, utiliser ce qu'on appelle le fil dentaire. Ça existe. Utiliser brossette et après nous rincer la bouche. Parfois nous conseillons à nos patients d'utiliser des bains de bouche. Ce sont des antiseptiques. Aujourd'hui, il nous est demandé d'utiliser beaucoup les plantes. Nous avons les clous de girofle à notre portée. Les clous de girofle vraiment contiennent beaucoup d'ingrédients qui pourraient nous aider dans les cas de gingivite. De plus, les patients sont invités à éviter l'automédication et à consulter les dentistes au besoin.